Bonjour et bienvenue à Laval en perspective. Je m'appelle Étienne Lefebvre et je vais être votre animateur tout au long de l'émission. Aujourd'hui, on reçoit Achille Sifeli, conseiller municipal de Val-des-Arbres. Bonjour. Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint-François. Bonjour. Et Paolo Galetti, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour. Êtes-vous prêtes ensemble à mettre la table pour savoir comment on va améliorer notre ville à Laval? Certainement. Oui, certainement. Absolument. Donc, on va commencer avec M. Sifeli. On sort tranquillement de l'hiver, un hiver assez douce, il faut le dire. Par contre, on vous entend souvent ramener le sujet du déneigement au conseil municipal. Comment s'est déroulé le déneigement dans votre district? Bien, premièrement, Étienne, j'aimerais remercier le bon Dieu qu'il n'y a eu pas d'autres tempêtes depuis la dernière. Parce qu'ils nous ont présenté leur stratégie l'année passée en mois de mai. Oui. On leur a demandé qu'ils aillent réviser leur stratégie parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et ça a mal été celle-là de décembre et encore pire celle-là de janvier. Les trottoirs de base n'étaient pas nettoyés. Et tu avais des citoyens qui se présentaient, qui n'avaient pas le choix de marcher dans la rue, que ce soit des enfants, que ce soit des aînés. Puis, et il n'y avait aucun moyen de rejoindre pour avoir du service. Okay. Et il y avait beaucoup de nouveaux contracteurs qui commençaient aussi dans les secteurs. Alors, ils ne connaissaient pas tous les endroits comme il faut. Là. Okay. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes. Puis, comment vous voyez une meilleure solution pour présenter quelque chose de nouveau? Bien, pour le minimum, ça sert d'améliorer la communication. Ouais. Parce que quand ils mettaient les piquets en bois pour enlever la neige, malheureusement, il y avait certaines journées qu'ils ne passaient pas. Okay. Alors, les citoyens, ils ne pouvaient pas stationner. Alors, il y avait des journées, exemple, que le dimanche, ils étaient supposés d'enlever la neige, ils n'ont pas passé. Alors, le lundi, ils mettaient les piquets de l'autre côté de la rue. Alors, tu as une rue, tu as des piquets des deux bords. Ouais. Le citoyen ne peut pas stationner nulle part. Personne sait qu'est-ce qui se passe. Il y a eu des contraventions qui ont été données. Alors, en gros, première chose, c'est améliorer la communication. Puis, ouais. l'application InfoStationnement, il faudrait la travailler puis l'améliorer pour aider à communiquer ce message-là. Exactement, parce que c'est le citoyen, au bout du compte, qui paye pour ça. Exactement. Puis, il y a beaucoup de frustration. Bien, je peux comprendre ça. Heureusement, l'hiver est derrière nous. Fait que j'imagine que le travail continue quand même pour vous autres à chaque année pour trouver des meilleures solutions pour le déneigement. On espère d'avoir une présentation bientôt à avril de cette année pour voir c'est quoi les changements qu'ils vont apporter pour l'année prochaine. OK, super. J'ai hâte d'en entendre plus. Enchaînons avec Mme Piché. À Saint-François, on a appris qu'il y a des bonnes nouvelles pour le boulevard d'Émile-Île. Qu'est-ce qui vient de ce côté-là? Oui, bien, dans le fond, c'est un projet là, qui est là dans les plans là, depuis quand même assez longtemps. Le boulevard d'Émile-Île, à partir de l'autoroute 25 jusqu'à la pointe de l'île, on a les berges qui s'affaissent. Et puis, la ville, pour le moment, est en mode de réaction. Donc, à chaque fois qu'il y a un affaissement ou quelque chose comme ça, la seule chose qu'elle est autorisée de faire en ce moment, c'est la réparation. Pendant ce temps-là, par en arrière, il y a une équipe qui s'occupe de faire un plan, le plan préliminaire pour justement là, refaire le boulevard en entier. OK. On va adopter bientôt un changement au règlement d'urbanisme qui va permettre là, le prolongement de l'aqueduc. OK. Puis, le tout va s'enchaîner là, pour aller chercher là, divers permis auprès du ministère de l'Environnement et d'autres pour pouvoir justement réaménager le boulevard. En ce moment, ce qui est planifié, en plus de refaire le boulevard, il y a une piste multifonctionnelle du côté de l'eau qui devrait voir le jour. Quand on dit une piste multifonctionnelle, c'est pour les cyclistes et les piétons. Et les piétons. Okay. Oui, parce que le boulevard est très étroit, donc on ne peut pas beaucoup élargir le boulevard sans gruger déjà là, sur les terrains des gens qui sont là. Donc, ça serait un côté, donc pour permettre aux gens de marcher et d'y aller à vélo plus sécuritairement, bien, la piste multifonctionnelle est un meilleur choix dans ce cas-là. Puis quand est-ce qu'on pourrait voir ça, cette piste-là apparaître sur le boulevard?
À date, on se croise les doigts que c'est en 2027. OK. C'est assez long. C'est assez long parce qu'il y a beaucoup de permis à faire, à obtenir. Il y a aussi des autorisations et des achats. Il y a beaucoup de maisons qui sont sur le boulevard des Mille-Îles. Ouais, très Leur proche. terrain va vraiment jusqu'à la berge. Donc, le terrain englobe le boulevard lui-même jusqu'à la berge. Ça appartient pas à la ville. Donc, la ville doit acheter ces parties-là OK. pour pouvoir le redévelopper. Et puis, naturellement, ça coûte extrêmement cher. Oui. La Ville doit s'assurer d'avoir la subvention du gouvernement du Québec à cet effet-là. Puis, on se croise les doigts qu'elle va nous l'octroyer en 2027. Là. C'est ça. Donc, il y a plusieurs paliers à passer pour réussir à avoir le financement pour créer cette piste-là. Oui. Donc, ça a l'air simple quand on y pense. Ouais. On refait le boulevard, on détruit tout, on fait C'est un ça. trottoir, let's go. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'autorisations à avoir, puis tellement de choses qu'il faut qu'ils soient ficelées avant là, de mettre la pelle à la terre. Là. C'est beaucoup de travail, puis c'est en cours. Il ne faut pas se le cacher. C'est en cours. Les gens ne le savent pas, mais c'est là. Ça Bon, s'en vient. je souhaite qu'on aille ça le plus rapidement possible pour les citoyens de Laval. Monsieur Galati, qu'est-ce qui se passe avec le Vieux-Pen dans Saint-Vincent-de-Paul? C'est un bâtiment qui est très connu du quartier, un bâtiment historique qui est tout aussi grandiose. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des nouveautés avec ça? Oui. Là, je suis rentré dans mon troisième mandat. Du début, mon objectif, c'était de revitaliser le vieux Saint-Vincent-de-Paul qui inclut le Vieux-Pen. Et donc, en 2015, j'ai mis un comité pour vérifier ce qu'on avait besoin à Saint-Vincent-de-Paul. Puis, un côté qui était très, très important, c'était le Vieux-Pen. Oui. Donc, en 2016, j'ai déposé un mémoire à la Ville. Et à partir de ce mémoire, la Ville a pris des choses pour voir comment ils peuvent réagir. Je suis content de vous dire que dernièrement, on a eu 2 ou 3 réunions avec la direction générale, puis avec le développement économique, qui est en contact avec le gouvernement fédéral. Ça a passé des étapes, puis on est proche. Le gouvernement fédéral devrait transférer ça très bientôt, en 2024-2025, à une corporation Canada Lands. Puis, une fois que c'est fait, là, on va commencer à parler des affaires, comment on pourrait utiliser le Vieux-Pen pour revitaliser le village. Le secteur, exactement. Et je vous dis qu'il y a le côté patrimoine, et puis le côté patrimoine nous oblige de maintenir, de garder 2 tours, 2 murs, puis la chapelle à l'intérieur. OK. Et donc, mais on a déjà des idées de quoi on voudrait faire, mais il va y avoir une consultation publique aussi pour voir ce que les gens veulent. OK. Donc, ça avance. On a besoin encore de quelques étapes avant de pouvoir penser à mettre un projet sur place pour desservir le Vieux-Pen puis faire quelque chose avec. Mais on est plus proche que jamais. OK, c'est super, tant mieux. Ouais. Bon, maintenant qu'on a mis la table, discutons de dossiers chauds à la Ville de Laval, les finances publiques. Je vois qu'il y a beaucoup de beaux projets qui sont sur la table. Le projet d'infrastructure culturelle au centre-ville, le centre aquatique, puis l'aménagement d'un parc urbain. Ça semble être des beaux projets pour la Ville, mais je pense que vous avez un avis différent. Hausse de dette de 66 % en 3 ans. Wow. Et puis, c'est du jamais vu ici à Laval. On augmente la dette, on va chercher l'argent dans les poches des contribuables et c'est inacceptable. On a des projets, des grands projets
Admettons, le centre aquatique, 130 millions de dollars. La grande bibliothèque, 180 millions de dollars. Il y a la cour municipale à 60 millions de dollars. Et on augmente la dette. Et comme mon collègue, M. Ciufali, dit tout le temps, les services sont bras là. C'est ça, parce que si on investit, c'est normal d'investir dans une ville pour rapatrier de l'argent éventuellement, en faire un gros centre-ville. Il faut dépenser pour avoir un retour. Donc, comment vous voyez les choses différemment par rapport à... Est-ce que vous autres aussi, vous auriez mis cette dette-là sur le dos des citoyens? Vous avez une autre méthode pour faire grandir la ville? Pour de grandir la ville, il faut que ça soit balancé avec, si on revient à la base, des services à close proximité. Ouais. Les citoyens cherchent d'avoir des services d'où est-ce qu'eux y habitent. Que l'administration, présentement, veut avoir un parc central au centre-ville, commence par nettoyer les parcs qu'on a présentement à côté de leur maison des citoyens. Effectivement. Et ils vont être heureux. Des services de base, les ramassages des déchets, tout ce qui est de base, ça, c'est ce que les citoyens veulent avoir. Ouais. Qu'on a un centre aquatique avec un trampoline de 10 mètres et quoi d'autre, ça va faire quoi pour les personnes qui sont complètement à l'est, complètement à l'ouest? On aurait pu prendre ce budget-là puis de créer 3 centres aquatiques, un à l'est, un au centre et un à l'ouest. C'est différentes façons de voir les affaires, mais il faut qu'on revienne tout le temps à la base. C'est quoi que les citoyens cherchent d'avoir en retour de résidence? Le nettoyage, les déchets, services d'eau, puis le nettoyage des parcs et des rues. Le déneigement aussi. Et le déneigement, oui. Effectivement. Donc, c'est ça. Ce qu'on comprend, c'est que il faut solidifier les fondations sur le fonctionnement de notre ville avant de penser en faire un très grand centre puis d'attirer des gens de l'extérieur. Parce que sinon, c'est les citoyens qui payent, mais ils n'ont pas de service. Puis en plus, dans ces centres-là, souvent, tu vas aller payer pour ton service encore, le centre aquatique. C'est pas des trucs qui sont gratuits. Donc, ça appelle à la population québécoise, mais c'est les cititoyens de Lavallois qui payent. Non, exactement. Puis le centre aquatique, mon collègue, M. Galati, il va déposer une proposition que les résidents de Laval ne devraient pas payer pour aller au centre aquatique. C'est important. Si on est là puis qu'on paye pour le centre aquatique, puis à la fin de la journée, les contribuables doivent encore une fois payer pour aller dans ce centre. Ça fait pas de sens. D'après moi, il y a des villes qui font pas ça, puis on devrait s'aligner de la même façon. C'est ça. Bien, tombons dans notre deuxième sujet, en fait, la double taxation. Parlez-moi-en un petit peu parce que moi, je ne suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que c'est. Puis quand j'entends double et taxe, ça me fait un petit peu mal au cœur et à mon portefeuille. Expliquez-moi un peu. L'idée derrière ça, c'est que la ville voulait donner raison pour quelqu'un qui a un terrain de le construire et pour payer un taxe pour l'aider à avancer son projet pour que ça se construise plus rapidement. Okay. Le problème, c'est que il y a beaucoup de promoteurs ou de propriétaires de terrain qui veulent construire, mais les demandes de permis, c'est long et pénible. Okay? Dans mon district, à moi, exemple, qui est une partie, c'est le nord de la 440. J'ai des propriétaires, j'ai des promoteurs puis des développeurs qui attendent pour avoir des permis. Okay? Là, présentement, ils ont annoncé l'année passée dans mon secteur qu'il faut qu'ils fassent une évaluation de leur système pluvial. Mais ça va prendre 3 à 5 ans pour faire une étude. Entre-temps, ces personnes-là, il n'y a aucun permis qui est mis. Non, puis pendant ce temps-là, on a des problèmes de logement. Exactement, problème de logement. Puis eux, ils veulent construire, mais là, ils ne peuvent pas construire, mais ils vont être taxés quand même. Ça ne marche pas. Puis qu'est-ce qui fait que c'est aussi long? Avant, on n'avait peut-être pas ces délais-là. Pourquoi aujourd'hui, ça fonctionne comme ça? Le bon exemple que j'ai, c'est que j'ai un promoteur qui a fait faire une étude, qui ont payé pour eux-mêmes, privé. Ça a pris 3 mois. Puis ils ont déposé la ville. Mais la ville dit non, l'administration, nous, ça nous prend minimum 2026, maximum 2028. Wow! Alors, entre-temps, on fait quoi? On arrête tout. Et c'est ça, qu'est-ce qui arrive? Il y a une grande frustration présentement. Je peux comprendre. Comparativement avec ce qui se faisait autrefois, bon, je vais revenir dans le temps de Vaillancourt, c'est que c'est un petit peu ce qu'on dit le free-for-all. Oui. Bon, ils ne suivaient pas nécessairement les règlements, puis le projet passait quand même assez rapidement. Tandis que maintenant, c'est tout à fait le contraire. Ils sont tellement stricts
tellement sur les points puis les virgules que là, ça complexifie le projet. Puis, fait que les gens me disent, ben là, je soumets des plans, on me revient, il faut que je soumette autre chose. Puis là, plus du temps, un aller-retour continuel qui prend trop de temps. Puis, il y a même des gens qui me disent, ben je suis comme un peu frustrée parce qu'au final, je peux pas construire. Pendant ce temps-là, je paye une double taxe parce que je construis pas, mais c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. La personne est pénalisée. Je comprends que la double taxe est là pour empêcher les spéculateurs de garder leur terrain au cas où. Comme dans Saint-François, on a la zone agricole permanente qui est protégée. Oui. Donc, les gens qui possèdent des terrains dans cet endroit-là, c'est pour le développement de l'agriculture seulement. Est-ce que ces gens-là sont doublement taxés aussi? Oui. Malgré qu'ils n'ont pas de possibilité de faire de la promotion puis de construire sur ce terrain-là. C'est ça. Parce que le but, c'est on veut encourager le propriétaire de ce terrain-là à revendre à la ville. La ville le prend, il fait du remembrement, donc achète plusieurs petites parcelles dans la zone agricole permanente, va les remembrer en un plus gros morceau et pour le revendre à un agriculteur pour qu'il puisse faire ses activités de l'agriculture sur ces terrains-là. Okay. Donc, la double taxation, c'est un peu pour le dissuader de conserver le terrain au cas où qu'il pourrait développer un jour. Avec un promoteur immobilier. Oui, c'est ça. Mais dans le cas dans ce cas-là, c'est pas un secteur qu'on peut construire. Donc, pour cette partie-là, je suis d'accord de la double taxation. Mais quelqu'un qui a un terrain en zone blanche, qu'on pourrait construire et qui est double taxé pour la simple raison qu'il ne construit pas, mais que lui, il est prêt. Là. Il a ses plans, il est prêt, mais qu'il se fait dire non, bien, c'est pas juste. C'est très frustrant. Oui. Parce que, comme ma collègue, Mme Piché, vient de dire, j'ai un terrain, je suis prête à construire, je dépose ma demande pour un permis. Non, vous ne pouvez, on ne vous donne pas le permis, mais on vous taxe une deuxième fois parce que vous n'avez pas construit. Puis le temps de recevoir le permis, c'est 2-3 ans. Des fois, fait que tu vas payer des taxes 2-3 fois alors que tu es là en bon citoyen à vouloir avancer avec ce que la Ville te propose. Il ne faudrait pas oublier aussi que depuis qu'ils ont adopté le nouveau CDU en novembre 2022, c'est très lourd. Il y a beaucoup de changements. Ouais. Et tous ces changements-là, toutes les spécifications, ça retarde encore plus le processus. OK? Alors, à la fin, la pauvre personne qui veut faire de quoi, il y en a certains qui pouvaient construire, et là, ils sont rendus qu'ils ne peuvent pas construire, ces zones vertes ou quoi d'autre. Alors, ils se ramassent qu'ils ont fait un investissement. Puis là, ils ont changé des zones après avoir acheté? Oui. Puis, comme le maire a dit au conseil, ils ont le droit de le faire. OK? Puis il y en a certains qui vont gagner, puis il y en a d'autres qui vont perdre. Puis c'est pas la façon de le voir. C'est un jeu pour lui? OK? Ben, c'est malheureusement pour ceux qui disaient tout le temps, tu achètes un terrain, tu as des bonnes chances que tu vas être correct avec, bien là, ils sont perdants. C'est pas normal. Alors, tout ça ensemble, et les règlements, bien, le temps de processus d'approuver un plan, c'est long. OK? Et il y a beaucoup de promoteurs puis propriétaires que là, ils disent, tu sais quoi, ils commencent à perdre l'espoir parce que il ne peut pas attendre 3, 4, 5 ans pour avoir un permis. C'est ça, on veut créer une grande ville à Laval, on veut créer un centre pour compétitionner avec les autres grandes villes au Québec, mais après ça, on se fait mettre tout plein de bâtons dans les roues. Non, exactement. Puis même ces personnes-là, s'ils veulent vendre leur terrain, ils ne peuvent pas parce que là, la personne qui va acheter ne peut pas avoir un permis non plus. Alors... Non, ça n'attire aucun promoteur d'avoir comme ça tout le temps. Mais le permis, une fois déposé le permis, puis que l'urbanisme redonne sa réponse, ça devrait être une fois ou 2 fois. La liste d'épiceries devrait être là. Quand c'est rendu que, admettons, 6 mois plus tard, puis qu'il y a encore des changements que l'urbanisme exige, bien là, ça commence à être compliqué. C'est étrange. Je veux dire, quand on propose quelque chose, un expert, un professionnel devrait nous revenir avec les bonnes directions. Étant donné qu'il est engagé par la Ville, c'est un professionnel. Alors,
quand il revient, pourquoi il y a autant d'allers-retours comme ça qui fait perdre du temps? C'est ça qu'on se pose. On se pose la même question, puis nous, on pousse le plus possible pour que on ne fait pas ça. Oui, je comprends. Mais ça me fait penser à tous les points et les virgules dont tu faisais mention. Penses-tu qu'on a perdu le gros bon sens, en fait, dans la procédure? Parce que le but, c'est de faire avancer la ville, de faire avancer les choses, tout ça pour les citoyens. Mais là, on a tellement peur de répercussions que là, on pèse tellement sur les points que plus rien n'avance. Mais je pense qu'il faut arrêter d'être à l'extrême, puis retrouver un équilibre plus le gros bon sens. milieu. Oui, c'est ça. Puis en quelque part, il faut qu'il y ait un message qui soit envoyé, je pense au maire, Oui. qui soit envoyé aux équipes d'être un petit peu, d'alléger un peu plus les processus et puis d'y aller un peu avec le gros bon sens. Puis, tu sais, parce que des fois, un autre exemple, une pâtisserie a passé au feu, il manquait quoi, un pied, 2 pieds, je me souviens plus, c'est pas beaucoup, là. Mm-hmm. Non, selon le nouveau code, ben là, faut que tu détruises tes fondations pour le refaire à 1 pied de différence. Mais le gros bon sens, c'est comme 1 pied, c'est pas ça qui va faire une grosse différence. Non, là. Laisse-le de même, Exactement. puis construis-le. Mais il a fallu que le conseil municipal s'en mêle, puis ils disent, ben regardez, là, est-ce que ça fait du sens là, pour 1 pied? Là? Fait qu'il faut faciliter. Si on voit que l'impact n'a pas tant c'est pas tant un enjeu, il faut y aller avec le gros bon sens puis dire, ben c'est correct, ça cause pas de problème. Ben on facilite ça pour tout le monde pour que tout accélère. Puis qu'on avance puis qu'on passe au prochain dossier au lieu de... Mais nous, on serait plus ouverts à écouter puis à être plus sur le terrain puis de comprendre les enjeux comme ma collègue Mme Piché vient de dire. Mais puis comme M. Ciufali a dit, le nouveau CDU est quand même lourd. Ouais, donc, Moi, il y a une question qui me tournait en tête en tant qu'opposition. Est-ce que ça vous arrive parfois de travailler en corrélation avec le parti élu parce que c'est la bonne chose à faire et ne pas juste être en opposition? Est-ce que vous avez des exemples où est-ce que vous avez travaillé en corrélation pour faire avancer un projet? Bien, on a parlé du vieux pen au début, puis on fait ça ensemble. Puis c'est pour le meilleur intérêt des citoyens. Et donc, oui, effectivement. Il y a plusieurs petites propositions là, qu'on a suggérées, que, bon, toute l'équipe, les 3 partis d'ailleurs, on s'est mis tous d'accord là, pour adopter les propositions. Là, tout récemment, ma proposition, c'était pour donner des cours de RCR aux organismes qui sont en lien avec les aînés. Donc, c'est une demande de citoyens de Club d'âge d'or qui m'était arrivée avec ça. Donc, très pertinent. Donc, c'est ça, là, on ne peut pas s'opposer pour s'opposer quand il y a des bonnes idées qui arrivent sur la table, que ce soit du parti, des idées du parti du maire ou de l'autre opposition. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'il faut s'opposer à tout. Il faut vraiment y aller avec le gros bon sens puis dire, bon, est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça coûte de quoi à nos citoyens? Est-ce que c'est beaucoup de travail pour les fonctionnaires? Faut regarder tous les éléments, puis à partir de là, c'est là qu'on décide, bon, on vote pour, on vote contre telle proposition, telle idée. On peut amener des amendements à une proposition pour la rendre plus efficace. Donc, oui, on collabore souvent. Oui. C'est ça. Opposition ne veut pas dire... Non, puis c'est important qu'on se rappelle qu'on est là pour représenter les citoyens. Oui, et tant qu'on travaille tous ensemble pour aider les citoyens, ça, c'est ce qui est primordial. Et j'ai encore beaucoup de confiance que le nouveau directeur général, M. Colette, qui va trouver une façon pour améliorer la communication entre les départements. On a beaucoup du bon monde qui travaille pour la Ville de Laval, puis sont des personnes assez intelligentes et quoi d'autre. Mais je pense que le processus, la communication, il y a du travail à faire pour avancer des dossiers parce que chacun fait leur travail bien, mais c'est long et des fois c'est long et pénible. Oui. Mais il apporte un bon point. Finalement, on a un directeur général qui a passé à travers
toutes les étapes. Il a commencé comme moniteur à 15-16 ans. OK. Et là, il est rendu le directeur général. Il a passé à travers toutes les étapes. Il a eu sa maîtrise aussi en management, si je me trompe pas. Et donc, c'est beau de voir qu'on est fiers de notre ville. Oui. Puis que nous, on a confiance qu'il va faire les bonnes choses pour avancer On travaille pour la ville de Laval. C'est ça, on travaille Oui. vers la bonne direction. Oui. Mais c'est très pertinent. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait pour cet épisode-là. Wow, déjà? Oui, déjà, ça va vraiment vite. J'aurais voulu avoir plus de temps parce que j'avais tellement de questions pertinentes, mais... Ben, on va revenir. Exactement. Heureusement, on va continuer à démystifier la politique lavalloise avec un autre épisode. Madame Piché, Monsieur Galati, Monsieur Sifeli, merci d'avoir échangé avec moi aujourd'hui. Puis, je suis content que vous soyez en perpétuelle recherche de solutions pour améliorer les pratiques de la politique municipale à Laval. Donc, merci d'être parmi nous. Puis, soyez avec nous le mois prochain pour une nouvelle émission de Laval en perspective. Je m'appelle Étienne Lefebvre et je vous dis à la prochaine.